Et si l'harmonie était déjà présente, sous nos yeux, sans que nous en prenions conscience? Bonjour à tous. Donc parfois nous pouvons entendre certaines personnes nous dire « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Alors que d'autres nous disent « Je ne peux voir que ce que je crois ». Et si notre regard était impacté par notre conscience? Dans la physique quantique, donc l'une des grandes découvertes est le fait que l'observateur influence l'expérience, ou plutôt en révèle une partie spécifique. De façon plus simple, plusieurs personnes ayant assisté à un même événement, comme par exemple une altercation, n'en auront pas la même description. Une personne pourra donner la responsabilité du conflit à un des protagonistes, alors qu'une autre verra le fautif ailleurs. Le juste discernement n'est pas évident. Dans les arts martiaux, donc il est recommandé de se défendre que lorsqu'on est attaqué. Mais où commence l'agression? Aux premières paroles menaçantes? À la première tentative de frappe? Ou bien encore à l'intention de porter le premier coup? Et là, en plus, la réaction peut dépendre du contexte, du niveau de danger. Mais la meilleure des choses, donc, est toujours de rechercher à désamorcer l'agressivité. Mais là, on s'éloigne de notre sujet. Donc, pour revenir à l'harmonie, notre regard sur la vie peut la révéler ou bien au contraire l'exclure. Par exemple, si on prend l'agriculture, on a cru pendant des décennies qu'il fallait lutter contre les maladies, les nuisibles, et pour cela, il fallait utiliser des pesticides et des pièges pour sécuriser les récoltes. En plus, pour avoir plus de rendement et une facilité de travail, on a développé la monoculture, avec ses risques accrus. Quand une maladie survient, elle peut décimer toute la récolte. Et donc là, c'est l'escalade. On utilise de plus en plus de produits phytosanitaires, de pesticides et de fongicides. Dans cet exemple, donc on voit bien la conscience individuelle à l'œuvre, où la lutte, la recherche de pouvoir sur ce qui nous dérange est exacerbée. La recherche du profit et de l'exploitation maximale en sont aussi des marqueurs. Cette vision séparatiste a nié l'intelligence de la nature et nous empêche de voir l'harmonie, les interrelations vertueuses entre les différentes composantes de ce que l'on appelle la biodiversité. Donc nous savons maintenant que la nature se régule et s'équilibre très bien par elle-même. Encore mieux si on la soutient, plutôt que si on interfère. Mais comment voir la coopération, la libre circulation et le partage des ressources quand notre société en est à l'opposé, ainsi que la conscience de la majorité des personnes qui la composent? On est toujours dans une vision populaire darwinienne avec l'idée de la lutte pour la vie. Comme si pour survivre, il fallait forcément combattre. Mais tout ça revient à se tirer une balle dans le pied. On détériore la planète, donc nos ressources pour la vie. Mais heureusement, donc aujourd'hui, et puis depuis quelques années, voire décennies, avec le développement de la conscience d'ensemble, une autre vision de l'agriculture émerge, où l'harmonie entre la nature et l'homme retrouve sa juste place. La permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie sont des systèmes qui mettent en avant la coopération des espèces. Aussi bien au niveau des végétaux, avec des associations vertueuses, qu'avec le monde animal présent sur et dans les sols. Ce changement de conscience donc, pousse à une remise en question des différents modes de production agricole. Ils doivent passer de la priorité absolue à la rentabilité et à la productivité, à la priorité à la qualité des produits, du sol et donc de la vie. Mais cette transition n'est pas évidente. Le projet économique agricole doit être complètement revisité. Et c'est une remise en cause profonde, avec de vieilles croyances à dépasser et une créativité nouvelle à mettre en place. Donc avec ces mouvements, donc on redécouvre une agriculture harmonieuse, respectueuse de la nature et des personnes qui la consomment. Cela peut même mener à un enrichissement progressif des sols, de plus en plus vivants, et aussi au développement d'une meilleure santé pour tous. Comme disait Hippocrate, le père de la médecine moderne, l'alimentation doit être notre première médecine. Et la médecine, c'est aussi un bon exemple où l'harmonie entre les différentes approches ne semble pas toujours évidente.
Ces dernières années, on a pu constater de grands clivages entre la médecine conventionnelle allopathique et les médecines dites naturelles, entre les approches psychologiques et psychosomatiques, et même l'homéopathie, après des années de bons services, n'est plus remboursée. Et là, on entend souvent les questions, quelle est la plus efficace ou quelle est la plus saine? Mais on oublie de prendre en compte l'ensemble des facteurs, d'autant plus que chaque cas est particulier. Avec une vision d'ensemble, donc où tout a sa place, on pourrait voir que chaque approche répond à des besoins spécifiques. Ce n'est pas la peine de les mettre en concurrence ou en opposition. Le libre droit au choix thérapeutique pour les patients est aussi fondamental. Par exemple, donc, en cas d'accident brutal, physique ou cardiovasculaire, dès qu'il faut intervenir dans l'urgence, c'est l'hôpital qui a la meilleure solution. Alors que pour l'aspect préventif, c'est plutôt les médecines douces, naturelles, comme la naturopathie ou la médecine traditionnelle chinoise, qui sont excellentes. En Chine ancienne, donc les patients payaient leurs médecins pour rester en bonne santé, et ils arrêtaient de les payer tant qu'ils étaient malades. Donc je ne sais pas si ça se pratique encore, mais c'est plutôt intéressant comme logique. Aussi, donc les différentes méthodes qui traitent de la psychologie ou du psychisme se développent, et c'est une bonne chose. À notre époque, donc avec le développement émotionnel et mental, les crises ne manquent pas. Des questionnements existentiels émergent chez beaucoup d'entre nous. Et il est important de pouvoir être accompagné dans toutes ces épreuves et guidé vers des clés pour avancer sur son chemin. Après avoir compris donc l'importance de bien traiter son corps pour rester en bonne santé, nous commençons aussi à prendre en compte notre psychisme, en le comprenant mieux et lui apportant de l'attention et des soins quand c'est nécessaire. Lui redonner sa juste place, sans le laisser commander, est essentiel pour trouver un équilibre intérieur. Les approches énergétiques, travaillant sur le corps éthérique, peuvent-elles faire le lien entre la conscience et le corps physique? C'est le corps éthérique qui est à l'œuvre dans la psychosomatique, en agissant sur les chakras qui, eux, interagissent avec les glandes endocrines. Avec le développement de la conscience d'ensemble, donc on peut voir aussi fleurir de plus en plus de méthodes dites holistiques ou globales, ou tout simplement plus de coopération entre plusieurs disciplines. Et tout cela doit être soutenu. C'est l'avenir d'une médecine intégrative. Mais plutôt que la méthode, c'est l'état d'être du médecin, du thérapeute, ainsi que ses compétences qui sont importantes. Son humanité, le travail d'âme à âme, de cœur, sont essentiels pour apporter des soins et essayer de faire advenir la guérison. Donc cette vision globale a besoin de se développer pour permettre à chaque méthode de s'enrichir des connaissances mises en commun. Pour revenir à la maladie, donc on peut la voir aussi comme une recherche d'harmonie, comme par exemple l'inflammation qui permet un afflux plus conséquent de sang et de globules blancs pour aider à la cicatrisation des plaies. Chaque maladie cherche à rétablir un équilibre et nous pousse à grandir en conscience. Et ce n'est pas toujours évident de l'entendre. La maladie en conscience d'ensemble est vue comme l'expression d'une limitation de notre personnalité à vivre et à exprimer les qualités de notre âme. C'est une forme de communication entre l'âme et la personnalité qui se densifie avec le temps jusqu'au corps physique. Donc si nous n'entendons pas le message ou que nous ne pouvons pas y répondre favorablement, la maladie s'installe. Mais nous avons tous des limites évolutives, donc parfois la conscience va plus loin que ce que le corps physique peut supporter. Par exemple, l'évolution de la conscience donc, permet de capter des énergies plus qualitatives et plus puissantes. On pourrait comparer ça à passer progressivement du 220 au 380 volts. Mais là, pas tous les corps peuvent le supporter. Pour revenir au message de la maladie, donc la symbolique et l'analogie sont très intéressantes pour les déchiffrer. C'est la médecine traditionnelle chinoise qui a commencé à développer cette vision. Donc avec des liens entre les organes, les émotions et les éléments naturels. Aujourd'hui, beaucoup de littérature parle de symbolique du corps humain ou des différents archétypes en psychologie. Mais la difficulté dans ces analyses,
c'est que le symbole est à la fois collectif, donc universel, mais aussi personnel au patient, en fonction, entre autres, de son évolution de conscience. La maladie est une crise qui nous pousse donc à une remise en question, qui peut être physique, avec le besoin de modifier notre alimentation, ou d'avoir plus de respect pour notre corps, ou encore émotionnelle, avec le besoin de faire du tri dans nos relations, si certaines personnes de notre entourage sont toxiques pour nous. Ou encore mentale, avec le besoin de se libérer de vieilles croyances dépassées et limitantes. On pourrait même dire que cette remise en question doit être globale, car rien n'est séparé, et que tous ces domaines interagissent en permanence en nous. En guérison ésotérique, donc en plus des soins à apporter, il est dit que le guérisseur doit aider son patient à relever le regard vers son âme et sa proposition. C'est le moyen pour que le patient puisse transmuter la maladie et permettre à l'âme de guérir le corps, ou bien de choisir de mourir quand sa mission de vie a été réalisée, ou que son véhicule physique ne le permet plus. Donc je vous parle de transmuter la maladie, mais la transmutation est aussi l'aboutissement du travail alchimique. La chimie est un vieux chemin initiatique qui comporte différentes voies. La plus connue est la voie sèche, avec la transmutation du plomb en or. Ensuite, il y a la voie humide, avec la distillation qui permet de récolter l'esprit des plantes et ses huiles essentielles. Et pour finir, la voie royale, qui est intérieure sans support extérieur. On pourrait la comparer au Raja Yoga. Donc ce chemin initiatique est basé sur un principe fondamental, où la conscience agit sur la matière. Et c'est ce travail de purification qui permet dans le même temps l'évolution de la conscience de l'alchimiste. Au fur et à mesure du travail, il est dit que l'alchimiste enlève les différents voiles de matière qui cachent l'esprit. Il y a 7 étapes pour passer du plomb à l'or, avant de trouver la pierre philosophale qui, elle, libère de la forme. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Enfin, donc pour revenir à l'harmonie. Et si nous, les terriens, nous étions tous ensemble, engagés dans un travail alchimique colossal pour transmuter notre planète? Nous sommes arrivés sur une terre hostile où régnait un chaos apparent mais illusoire afin de révéler un paradis, au service du développement de la conscience inclusive, de l'amour-unité et de la coopération. Et là, chaque partie pourrait soutenir et révéler la beauté de l'ensemble. Nous pourrions ainsi être pleinement conscients de cette harmonie et la vivre au quotidien, jour après jour. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver le mois prochain avec comme thème « À chacun sa part ». On vous souhaite une belle révélation d'harmonie et à bientôt.